Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de car sharing, comment accompagner des publics sur le sujet de l'autopartage et pourquoi accompagner des publics éloignés du numérique, justement sur ce sujet de mobilité partagée. C'est un projet qui est porté par l'ASBL 8TechCare, financé par Bruxelles Environnement, avec le soutien aussi de Bruxelles Mobilité, et qu'on porte en partenariat avec Way2Go, anciennement Autodelen.net. Pourquoi parler de mobilité partagée quand on parle aussi d'inclusion numérique? Le projet qu'on a porté, 1, 2, 3, Car Sharing for Brussels, visait à justement concilier inclusion numérique et inclusion de mobilité, inclusive car sharing, et je vais vous expliquer comment les deux en fait s'imbriquent et quel est l'intérêt pour les publics de profiter de cette mobilité partagée, puisqu'il y a beaucoup d'avantages pour des publics fragilisés. Première chose à savoir quand on parle d'inclusion numérique, c'est qu'il y a différents facteurs qui font que des personnes sont ce qu'on appelle éloignées du numérique, vulnérables d'un point de vue numérique, ce qu'on appelait aussi anciennement la fracture numérique. Je vais vous présenter un chiffre clé très important à connaître, mais aussi les différents facteurs qui font qu'une personne pourrait être potentiellement vulnérable d'un point de vue numérique. 40% de la population belge est vulnérable d'un point de vue numérique. Ça veut dire que ces personnes, 40% de la population belge âgée entre 16 et 74 ans, ne disposent soit pas de matériel, soit pas de compétences suffisantes pour être autonome dans ses démarches en ligne, que ce soit pour s'inscrire à l'école, trouver un emploi, faire ses devoirs, ou encore prendre rendez-vous en ligne chez un médecin ou ailleurs. Ce sont toutes des petites choses que ces personnes malheureusement ne peuvent pas faire seules parce qu'elles ne disposent soit pas de l'équipement, soit des compétences nécessaires pour y arriver. Alors attention, entre 16 et 74 ans, ça veut dire que les personnes au-delà de 74 ans ne sont pas pris en compte dans ces statistiques. Pour les moins de 16 ans, on peut imaginer que dans un contexte d'obligation scolaire, c'est moins important, mais ça peut tout de même poser problème s'il n'y a par exemple qu'un seul ordinateur à la maison pour faire ses devoirs. Euh, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, les différents facteurs qui pourraient potentiellement entrer en jeu, et on voit qu'ici ce sont des critères sociodémographiques qui renforcent ou dont on voit que si on coche une ou plusieurs de ces cases, on est plus vulnérable. Tout d'abord, c'est l'âge. C'est assez cliché à dire, ça reste une réalité, mais vous voyez que les autres critères nuancent quand même ce critère d'âge. Les personnes plus âgées sont plus vulnérables parce qu'elles n'ont pas l'habitude de l'utiliser, elles n'ont jamais dû l'utiliser, quelqu'un d'autre le fait à leur place. Donc on sait que les personnes plus âgées sont plus vulnérables, ont du mal à suivre le rythme des évolutions numériques. Attention, des jeunes qui utilisent quasi exclusivement le smartphone ont beaucoup de mal à utiliser l'ordinateur pour certaines démarches. Et donc là, au lieu de tomber dans les travers de l'agisme, les jeunes sont aussi vulnérables d'un point de vue numérique. Ensuite, les deux critères suivants, niveau de diplôme et niveau de revenu, sont assez fortement liés. Le niveau de diplôme, plus il est faible, ou si même on n'a pas de diplôme, on voit que ces personnes sont statistiquement, ça ne veut pas dire qu'elles le sont toutes, hein, ça c'est un commentaire que je peux faire pour chacun de ces critères, statistiquement, plus le niveau de diplôme est faible, voire en cas d'absence de diplôme, les personnes sont plus vulnérables. Lié à ça, le niveau de revenu aussi est un facteur déterminant parce qu'on n'aura pas la capacité à s'acheter de l'équipement neuf qui va tenir plus longtemps, à s'acheter ou à se payer une connexion Internet à la maison, s'assurer que tous les enfants aient un équipement sur lequel faire leurs devoirs. Il y a comme ça différents
éléments qui font que les revenus d'argent sont aussi importants dans un contexte d'inclusion numérique. Ensuite, le critère de genre, il est moins fort aujourd'hui que par le passé, toujours présent. La balance est déséquilibrée. Malheureusement, les femmes aujourd'hui sont plus vulnérables, et quand on cumule différentes précarités, je pense à une femme dont les revenus sont plus faibles, qui a la charge seule d'un enfant, plusieurs enfants, avec un niveau de diplôme plus faible aussi, ce sont différents facteurs cumulés, parfois pris seuls, parfois cumulés, qui font que la vulnérabilité augmente. Dernièrement, j'ai parlé de chercheurs d'emploi qui auraient du mal à trouver un emploi. On voit aussi que les personnes fragilisées d'un point de vue numérique sont les personnes qui sont inactives. Si on n'est pas à la retraite ou employé ou en cours de formation, à l'école, haute école, enseignement supérieur, les personnes inactives, chômeurs ou inactifs pour d'autres raisons, sont beaucoup plus vulnérables. On voit que là, les statistiques, les chiffres sont vraiment beaucoup plus importants encore que les 40%, sachant que les 40%, c'est une moyenne. Pourquoi est-ce que les personnes finalement sont vulnérables, évitent d'utiliser le numérique? C'est une question de motivation. Je n'ai pas envie de le faire, quelqu'un l'a toujours fait à ma place. La peur de la perte de contact humain, à force de tout devoir faire en ligne, on ne peut plus passer le coup de fil pour prendre un rendez-vous, on ne peut plus se rendre à un guichet, les guichets qui se ferment de plus en plus. Pensez à la banque qui ferme ses guichets, la difficulté d'avoir un rendez-vous à l'administration communale parce que les heures ne sont pas toujours faciles à combiner avec un emploi, avec une, une vie quotidienne finalement fortement remplie. Hein. Les créneaux horaires ne sont pas toujours faciles à suivre. Il y a la question de la sécurité. L'environnement numérique en ligne sur Internet présente des dangers, il ne faut pas le nier, et les personnes ont parfois peur, hein, éloignées du numérique, et n'ont pas l'habitude d'utiliser le numérique, ont parfois peur de s'engager parce que elles ont connaissance de ces dangers et ne peuvent pas y répondre. Petite parenthèse, c'est important de reconnaître les dangers, mais aussi de former, sensibiliser à la sécurité en ligne. Donc il y a pour chacun ces aspects que j'évoque des stratégies à mettre en place. Avant-dernier point, ce sont les difficultés qu'on peut rencontrer sur le numérique. Ça évolue vite. Il y a tous les ans ou tous les 2 ans un nouveau smartphone qui sort sur le marché. Certaines procédures sont complexes. L'informatique n'est pas nécessairement inclusif. Hein, les sites sont parfois mal conçus. Donc, les personnes peuvent éprouver certaines difficultés à utiliser le numérique et ont besoin d'aide et s'appuient sur souvent des proches. On sait que les proches sont les personnes les plus sollicitées. Premièrement, sont les premiers sollicités aussi, mais ensuite, dans un deuxième temps, ce sont aussi tous les acteurs, toutes les actrices de l'accompagnement social et numérique. Et donc, c'est important de savoir que dans l'inclusion, quand on parle d'inclusion numérique, tous ces facteurs font que des personnes peuvent être plus vulnérables ou moins vulnérables. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas vulnérable aujourd'hui qu'on ne peut pas l'être demain. Et j'espère évidemment aussi que les personnes qui le sont aujourd'hui seront, grâce à un accompagnement bienveillant et constructif, seront moins vulnérables dans le futur. Je vous ai parlé d'inclusion numérique. Ce sont différents facteurs clés, hein, des concepts clés à, à retenir parce qu'ils vont faire écho au car sharing, à l'autopartage. Alors je vous explique ça dans un instant. Qu'est-ce que finalement l'autopartage? Quand on parle d'autopartage, de car sharing en anglais, c'est important de savoir qu'on ne parle pas de carpooling, qui lui est le fait d'aller par
par exemple au travail ensemble avec un collègue, donc se rendre au même endroit en partageant simplement un trajet. Ici, le car sharing, c'est partager une voiture avec d'autres personnes qui l'utilisent seules, indépendamment des autres, et donc d'avoir une voiture à disposition de 2, 3, 4, 5, 10 ou 20 familles ou 20 personnes différentes qui peuvent se répartir la voiture, moyennant évidemment un calendrier bien synchronisé. Il existe 3 modèles d'autopartage. Les 3 modèles sont les suivants. Il existe d'abord les voitures partagées via des bornes de stationnement. En région bruxelloise, ce sont les voitures Cambio qui sont donc à des endroits fixes qu'on peut utiliser, qu'on peut louer pour une durée de un quart d'heure à plusieurs jours si on le souhaite. Et donc ça sont des voitures qu'on prend à un endroit fixe, on fait son trajet, que ce soit une course, une sortie, une soirée entre amis, aller déposer les enfants quelque part, et on ramène la voiture à l'endroit où on l'a prise, et le trajet s'arrête quand on aura ramené la voiture. Il existe un deuxième euh, modèle de car sharing, c'est ce qu'on appelle le free floating. Et là, en région bruxelloise, on a aujourd'hui l'opérateur Poppy. Il y avait anciennement Miles aussi qui était actif en région bruxelloise, où on prend une voiture qui est garée dans la rue, à un endroit donné, aléatoire, et on fait sa course, on dépose la voiture, et la course s'arrête là où on a déposé la voiture quand on signale qu'on a arrêté notre course. C'est la même chose que les trottinettes électriques qu'on voit dans le paysage urbain ou les vélos électriques qu'on voit aussi un petit peu partout en ville. Et donc ça, c'est dépendant. On utilise la voiture en fonction de la disponibilité dans le quartier. Évidemment, certains quartiers sont plus riches en voitures présentes dans, dans la circulation ou sur les trottoirs que d'autres. On peut imaginer le centre-ville qui est plus de voitures dans le centre-ville que dans les périphéries, dans les communes périphériques. Troisième modèle d'autopartage, ce sont les voitures partagées entre pairs. Et là, imaginez un immeuble d'appartement où il y a une ou deux ou trois voitures mises à disposition des résidents de cet immeuble. Et donc ça, c'est un contrat entre particuliers où on décide de mettre une voiture à disposition de plusieurs personnes, plusieurs familles, et ça peut être entre les mêmes personnes, entre les personnes d'un même immeuble, d'un bloc appartement par exemple, dans le quartier, ça peut être entre voisins, ça peut aussi être entre familles ou entre collègues, d'avoir une voiture à disposition, une voiture de service, si on veut. C'est aussi un modèle de car sharing. Alors pourquoi le car sharing est important pour des publics éloignés du numérique ou fragilisés financièrement? D'abord, ce sont les gains financiers. Il faut savoir que le car sharing permet d'économiser jusqu'à 3 000 € par an, contrairement à l'utilisation d'une voiture privée. 3 000 €, ça c'est évidemment suivant un usage précis, c'est jusqu'à 3 000 €. Il y a une limite, on va dire symbolique, des 10 000 kilomètres roulés par an. Au-delà des 10 000 kilomètres roulés par an, l'achat d'une voiture privée est amorti et du coup, on fait moins de gains en car sharing si on dépasse les 10 000 kilomètres. Voilà. En tout cas, c'est important à savoir, surtout dans une ville bien desservie par les transports en commun comme Bruxelles, que le car sharing permet de faire beaucoup d'économies. Ensuite, il y a les gains pour la santé. Pourquoi parler de la santé? Parce qu'on voit que quand on utilise l'autopartage, on change en fait de concept de transport. On se déplace plus à pied, ne serait-ce que jusqu'à la voiture qui n'est pas nécessairement dans son garage, hein.
donc on doit faire un petit peu plus de déplacements. On remarque aussi que les personnes privilégient plus le vélo, la trottinette, la marche à pied, ou même les transports en commun pour se rendre quelque part. Et donc, la voiture, en fait, fait partie d'un ensemble de moyens de transport, ses propres jambes, le vélo ou les transports en commun, parmi d'autres. Et donc, on ne se limite pas à la voiture. Et donc, en question santé, au plus on bouge, au mieux c'est. Aussi, et ça c'est en lien avec le deuxième point, c'est que au moins il y a de voitures, au moins il y a de gaz polluants dans l'air, et donc ça veut dire qu'on a un air plus sain qui favorise aussi une meilleure santé. Les gains environnementaux, c'est, comme je viens de le dire, ce sont moins de gaz à effet de serre, donc moins de gaz d'échappement dans l'air, mais ce sont aussi moins de voitures qu'on doit produire, ce sont moins de pneus en caoutchouc qui s'usent sur la route, qui perdent des petites particules fines qui finalement se trouvent dans l'eau de pluie et puis dans les rivières. Euh, c'est aussi de l'espace libéré pour remplacer toutes ces places de parking pour soit des parcs, des, des arceaux pour vélos ou pour élargir les trottoirs, privilégier aussi la perméabilité des sols et donc remplacer une place de parking de voitures privées par la plantation d'un petit buisson, un arbuste, voire même d'un arbre, ce qui, vous pouvez bien l'imaginer, favorise l'environnement. Ensuite, dernier avantage que j'aimerais vous présenter, ce sont les facilités administratives d'utiliser le car sharing. On peut, et ça fait écho à un frein dont je parlerai dans un instant. La seule difficulté administrative qu'on peut avoir, c'est à l'inscription. Pour tout le reste, l'assurance, le contrôle technique, en cas d'accident, tout ça est géré par l'opérateur, que ce, dans les modèles de voitures via borne de stationnement, comme Cambio, ou en flotte libre comme Pi et anciennement Miles. Il n'y a que quand c'est entre pairs qu'il faut gérer sa propre administration, ou de désigner une personne qui s'en charge. Sinon, pour tout le reste, tout ce qui est carburant, tout ce qui est, il faut soi-même faire le plein, mais il y a une carte mise à disposition euh, et tout le reste de l'administration est pris en charge par l'opérateur. Et donc, il y a vraiment ce confort de pouvoir se dire, j'ai toujours une voiture qui est propre, en état de roulage, avec des pneus d'hiver s'il le faut, qui a passé le contrôle technique, dont je suis sûr que je peux circuler en région bruxelloise. Et en plus, en région bruxelloise, on a le grand confort de pouvoir se garer où on veut, dans les zones vertes euh, euh, grise et bleue, de pouvoir se dire, en fait, je suis considéré comme étant un riverain de la commune où je me gare en région bruxelloise. Ce n'est pas le cas dans les communes hors de la région bruxelloise. Et donc, en région bruxelloise, c'est quand même un grand confort administratif de dire, je ne dois pas payer pour le ticket hors zone rouge, évidemment. Néanmoins, il y a quand même, il faut le reconnaître, quelques difficultés pour les personnes éloignées du numérique ou qui ne connaissent pas le système d'autopartage, c'est le manque d'informations. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tout le monde peut l'utiliser? Est-ce qu'il y a des critères de sélection quand je souhaite m'inscrire? Et donc, ce manque d'informations fait qu'il y a un manque d'inscription. Beaucoup de personnes qui pourraient en profiter ne le font pas parce que ces personnes ne sont pas au courant des bénéfices, des avantages du car sharing, hein, et donc ça c'est un manque à gagner. Les freins administratifs dont je viens d'évoquer l'existence, c'est principalement à l'inscription et c'est une question de perception. C'est vrai que à l'inscription, il faut renseigner quelques informations, mais somme toute, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Il faut évidemment transmettre ses données d'identité et son permis de conduire. Il y a, il y a un formulaire d'inscription à remplir
Il y a aussi une caution, hein, parce que c'est une voiture coûte cher. On s'engage à respecter la voiture. Donc, comme toute voiture de location, il y a, il y a le dépôt d'une caution. Et ça peut être un frein ou ça peut être intimidant de se dire, il y a un prix d'entrée, je dois m'inscrire, à l'inscription, je dois payer pour utiliser la voiture. Seulement, de nouveau, je rappelle que, somme toute, frais d'inscription, caution, etc., pris en compte, l'avantage des gains financiers est plus important que le, le risque, hein, ou l'investissement qu'on doit faire à l'entrée, à l'inscription. Dernier point qu'on entend régulièrement, c'est et quoi en cas de d'urgence? Que se passe-t-il si je dois aller d'urgence à l'hôpital, consulter un médecin ou me rendre quelque part? C'est une réalité et vraiment loin de moi l'idée de nier cet aspect-là. Toutefois, je me permets de répondre à ça que il y a beaucoup de voitures disponibles. C'est calculé mathématiquement qu'il y a suffisamment de voitures disponibles en fonction des usages des personnes. Et on sait que les week-ends, évidemment, les week-ends où il fait beau, les voitures sont plus sollicitées. Mais sinon, il y a suffisamment de voitures pour pouvoir toujours répondre à la demande et qu'il y a des voitures suffisamment réparties et bien réparties sur le territoire pour pouvoir se dire si je vais pas euh, trouver une voiture dans, dans la rue à 300 mètres à ma gauche, peut-être que je trouverai une voiture à 300 mètres à ma droite. Et donc, dans un rayon de, de 10 minutes à pied, on trouve facilement une voiture partagée en région bruxelloise. C'est important à savoir pour rassurer les personnes qu'il n'y a pas, il n'y a pas de couac ou de frein à ce niveau-là et que s'il y a une grande urgence, ne pas oublier qu'on peut toujours faire appel au service de taxi ou à une ambulance si c'est médical et que c'est si urgent que c'est. Dans la balance, les avantages sont plus grands, pèsent plus que les freins, et lever les freins, c'est une question d'information, de sensibilisation et d'accompagnement, de comprendre comment ça fonctionne pour ensuite se dire, maintenant que j'ai compris et qu'on a levé tous ces freins, eh ben, profitons de tous ces avantages individuellement et surtout les publics les plus précarisés, les plus fragilisés et les plus vulnérables. Maintenant, ça profite à tout le monde et ça profite à la société aussi, mais vous aurez compris au regard de ce que j'ai expliqué là tout de suite par rapport à l'inclusion numérique, les différents critères de vulnérabilité, critères sociodémographiques, qui sont pas gravés dans le marbre, mais tout de même que les avantages pourraient profiter à ces publics fragilisés. Nous avons, sur le projet 1, 2, 3 Car Sharing for Brussels, développé des ressources pédagogiques sur la plateforme gratuite 1, 2, 3 Digit, qui rassemble en fait tout ce que vous, en tant qu'aidant numérique, médiateur numérique, accompagnateur social même, qui souhaiterait sensibiliser quelqu'un sur l'autopartage, nous avons créé des contenus que vous pouvez utiliser gratuitement et qui sont justement destinés à ces publics en recherche d'information et de sensibilisation. Première chose, c'est qu'on a développé une carte interactive sur le car sharing où vous voyez les différents opérateurs existants en région bruxelloise, où il est possible de voir en fait la fiche technique de chacun des opérateurs et on couvre tant les voitures qui sont qu'on appelle station-based, hein, qui sont garées à des bornes fixes, que le free floating, que le partage entre pairs. Et donc, vous avez là vraiment cette petite carte de visite pour comprendre les différents modèles. On renseigne aussi systématiquement le site web des opérateurs où vous verrez les grilles tarifaires et les modèles de paiement de chacun des opérateurs, ce qui est intéressant pour faire une petite étude de marché. Et là, vous pourrez quand même
facilement comparer les types de véhicules disponibles et le modèle d'autopartage. Ça, c'est une première chose que nous avons développée. Ensuite, nous avons aussi développé ce qu'on appelle un kit pédagogique avec une trame d'animation, une formation interactive comme vous le voyez à l'écran et une fiche résumée. La formation interactive, dont le résumé se trouve dans la fiche résumée et la trame d'animation à destination des aidants numériques, couvre différents aspects de l'autopartage, comprendre ce qu'est l'autopartage, quels sont les différents modèles, quels sont les avantages, combien ça coûte, quelques petits calculs de simulation en fonction de comment je, je me déplace dans ma vie quotidienne. Hein, j'ai l'habitude de faire les courses une fois par semaine, déposer les enfants une fois par semaine à une activité de loisir, et une fois par mois, j'ai l'habitude de faire un week-end euh, à l'extérieur, en dehors de la ville. Voilà, ça, ce sont des usages qu'on peut calculer pour savoir, tiens, en fonction de cet usage, quel serait le gain d'autopartage, et, et donc savoir quel modèle et quel gain j'aurais, quelles économies je pourrais faire potentiellement grâce à cet outil de calculateur. Cet outil est spécialement conçu à destination de publics éloignés du numérique et personnes qui pourraient le plus profiter. Maintenant, je précise que l'autopartage profite toujours à tout le monde. Nous avons écrit aussi 2 articles médias en accès libre, comment accompagner des publics éloignés du numérique sur l'autopartage, et un deuxième article, car sharing pesait le pour et le contre, qui reprend des éléments clés de cette vidéo, et qui va aussi un peu plus loin, qui vous donne des arguments de se dire, tiens, je n'avais pas pensé à ça, ou si je dois expliquer le car sharing à quelqu'un, c'est ça un argument qui pourrait faire mouche. Que ce soit une personne qui dit moi ce sont les avantages environnementaux, moi c'est la santé, moi c'est financier, ou ce sont les tracas administratifs, ou je n'ai pas de place de parking devant la maison ou devant l'immeuble d'appartement. Donc chacun a un petit peu un argument auquel il sera plus sensible, qu'on aborde dans ces articles. Ce sont des articles qui sont, je le répète, gratuitement, librement accessibles. Tout ça sur la plateforme 123digit.be, et on apporte donc un regard différent sur l'inclusion numérique, sur la thématique de la mobilité partagée. Je tiens en guise de clôture de ce projet à remercier nos partenaires, Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité, qui sont à l'initiative de cet appel à projet, partenariat qu'on a porté avec Way2Go, qui est un acteur important autour de l'autopartage. Et donc, dans le contexte de ce projet, nous avons bénéficié de leur soutien opérationnel ou financier pour pouvoir réaliser cette vidéo, mais aussi tous les contenus pédagogiques, les formations que nous avons données, la rédaction des articles. Voilà, donc c'est un projet un projet pilote novateur qui est à la croisée des chemins entre inclusion numérique et aussi inclusive car sharing, donc de la mobilité inclusive en région bruxelloise. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez mieux compris l'intérêt de parler de car sharing dans un contexte d'inclusion numérique, que vous pourrez accompagner vos publics sur ce sujet grâce aux outils que nous avons développés avec la SBL 8 TechCare, des outils qui sont disponibles sur la plateforme 123digit.be. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur 123digit, et aussi bonne route avec les voitures partagées. Au revoir.